Au sommaire de ce journal, le président français Emmanuel Macron atterrit à Kinshasa ce vendredi à 22h, sauf imprévu après le Gabon, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Quel est l'enjeu économique de ce déplacement en RDC? Vous aurez les réponses dans le journal. La BCEAO veut augmenter de 25 points son taux directeur pour normaliser sa politique monétaire. C'est le comité des politiques monétaires de cette structure bancaire régionale qui l'indique lors de sa première session ordinaire de l'année 2023. C'est la grande édition du journal sur Géopolise Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le chef des forces de défense du Burundi a confirmé que demain samedi, son pays déploiera à nouveau des troupes pour le compte de la force régionale de l'Afrique de l'Est en RDC, conformément à la feuille de route établie par les chefs d'état-major des forces de défense de l'EAC le 9 février à Nairobi. Toutes les troupes des États membres de l'EAC seront bientôt déployées dans un délai court. Et nous qui essayons pour les détails. Le déploiement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de 20 directives du sommet extraordinaire de chefs d'État de l'EAC, tenu le 4 février 2023 à Bujumbura au Burundi. Réunion des chefs d'état-major des forces de défense de l'EAC, convoquée le 9 février 2023 à Nairobi au Kenya, et mené sommet sur la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, tenu en marge du 36e sommet de l'Union africaine le 17 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. La surveillance et vérification du cessez-le-feu et le retrait de tous les groupes armés ont été fixés au 28 février 2023, renseigne Peter Mutuku, secrétaire général de l'EAC. Dans ce même cadre, le président du sommet des chefs d'État de l'EAC, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a tenu le 2 mars 2023 une réunion consultative avec des commandants des mécanismes de vérification en vue de faire le point sur les progrès de mettre en place un cadre conjoint de vérification conformément à la directive du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans l'Est. La quête de l'EAC pour trouver une solution durable au rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'Est de la RDC a reçu le soutien du monde entier. L'EAC reste donc attaché à l'utilisation des cadres régionaux et mondiaux existants pour faire face à la crise de sécurité et réitère l'appel des chefs d'État de l'EAC à un cessez-le-feu immédiat au retrait de tous les groupes armés dans l'Est de la RDC et à l'ouverture du dialogue. On va changer de cap à présent. Visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Selon l'Élysée, cette visite va faire la lumière sur le partenariat large et dynamique qui s'appuie sur les atouts en matière de recherche, de défense, de ressources naturelles et de créativité. Voilà ce qui explique la présence dans sa délégation des hommes d'affaires français. Djidji Moulamba pour les détails. Plus ou moins 27 entreprises françaises qui sont présentes en République démocratique du Congo. D'après la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, cette présence est encore limitée. Parmi les entreprises françaises installées en RDC figurent notamment Orange qui œuvre dans l'Internet mobile à travers son réseau 4G et la monnaie électronique Orange Money. L'on compte aussi Accor qui exploite 2 hôtels Pullman à Kinshasa et Lubumbashi. Il projette même l'ouverture prochaine de nouvelles implantations. Castel exploite le brasserie Bracongo et Brassimba. Elle produit également le boisson gazeuse. Aussi, Bolloré Africa Logistique est présent sur l'ensemble du territoire national. Perenco exploite 11 champs onshore et offshore de pétrole pour une production moyenne de 25 000 barils par jour à Mwanda dans le Congo central. Total Energy est présent dans la distribution pétrolière. Concernant les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la République de France, en 2021, l'Hexagone a exporté vers la RDC pour 149,8 millions d'euros. Il s'agit essentiellement de produits des industries agroalimentaires, de biens d'équipement mécanique et de produits pharmaceutiques et chimiques. Tandis que la RDC a vendu pour 123 millions d'euros à la France, les niveaux le plus élevés au cours des 10 dernières années, selon la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. La France agit en RDC par plusieurs canaux, dont l'Agence française de développement qui avait repris ses activités en RDC depuis 2004 après 13 ans d'interruption. En 2013, 13 ans après l'atteinte par la RDC du point d'achèvement de l'initiative PPTE, en juillet 2010, un premier contrat de 106,4 millions d'euros avait été signé entre Kinshasa et Paris. Les seconds, à hauteur de 65 millions d'euros, avaient été signés le 12 novembre 2019 à l'occasion de la visite à Paris du président Tshisekedi. Nous avons signé le deuxième contrat justement en matière de soutien et de
développement et de désendettement pour le pays, 65 millions d'euros que la France va investir pour accompagner le travail de modernisation, de transformation de la RDC du président Tshisekedi. Ce deuxième contrat a porté sur le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, de la gouvernance financière et administrative ainsi que de la santé, le secteur clé qui constitue avec la francophonie, la protection de l'environnement et la sécurité les axes forts de ces partenariats. Voilà, rappelons que le président Macron est en visite en Afrique centrale. Après le Gabon, l'Angola, le Congo-Brazzaville, il sera, sauf imprévu, ici à Kinshasa, ce vendredi à 22h, heure de Kinshasa. La RDC a été valablement représentée par son premier ministre Sama Lukonde au sommet de Libreville sur les forêts qui s'est tenu ce jeudi au Gabon, ayant pour thème One Forest Summit. Ces assises sur les forêts du bassin du Congo sont co-organisées par le Gabon et la France, ce qui explique aussi la présence du président français sur place qui s'est engagé à financer 100 millions de dollars américains pour des actions de préservation des forêts en Afrique. Suivez. Arrivé le même jeudi dans la capitale gabonaise, le chef du gouvernement Sama Lukonde, qui a pris part à ce forum au nom du président de la République, fait le point de la participation de la RDC. Oui, alors aujourd'hui, 2 mars 2023, nous nous sommes rendus à Libreville en représentation de son Excellence Monsieur le Président de la République ici au Gabon pour ce One Forest Summit où à l'initiative de la France et du Gabon, il était question d'avoir des échanges sur les questions environnementales, notamment la question des protections des forêts, de la biodiversité, mais aussi le développement économique sur base de l'agroforesterie et les financements innovants qui étaient au cœur des questions qui devaient se discuter. La RDC comme pays solution dans la crise climatique qui frappe le monde se dit déterminée à prendre part à toute rencontre internationale où la question de l'environnement est abordée. Nous sommes venus apporter le message de son Excellence Monsieur le Président de la République qui dit que partout où on parle des questions de l'environnement, la République démocratique du Congo doit être présente parce que pays solution. Nous avons fait entendre notre voix. Le représentant de la RDC a aussi martelé sur la nécessité d'un environnement de paix sans laquelle il est difficile, voire impossible, de préserver la biodiversité. Nous avons rappelé que les espèces protégées ont besoin d'évoluer dans des espaces où il y a la paix. Nos parcs aujourd'hui sont menacés, notamment les parcs que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo, avec du braconnage, parce que nous avons cette sécurité aggravée par les mouvements du M23, bien sûr appuyés par le Rwanda. Co-organisé par le Gabon et la France, ce sommet vise aussi à améliorer la conservation des forêts dans le monde et de contribuer à la protection du climat et des espèces dans un contexte de dérèglement climatique. Pour l'édition 2023, les échanges se sont cristallisés sur la mise en application des objectifs fixés par l'accord de Paris sur le climat de 2015 et la COP15 de Montréal sur la biodiversité tenue en 2022. Autre chose dans ce journal, c'est la fin d'un séminaire de formation de 3 jours à la DGDA dans le cadre d'une campagne pour la prévention et la lutte contre les anti-valeurs dans les activités douanières initiée par la coordination pour le changement de mentalité, le ministère des Finances et la DGDA. Cette formation s'est clôturée avec une note de satisfaction des bénéficiaires qui se sont dit transformés. Suivez. Pour les agents et cadres de la Direction Générale des Douanes et Axis, DGDA en sigle, cette formation de 3 jours à l'hôtel Memling sur les hyperguides et le cahier spécial du chef de l'État sur la lutte contre les antivaleurs leur a permis de se sentir être doté d'une nouvelle mission. Je vais être très honnête, au nom de plusieurs collègues, nous avons échangé pendant ces 3 jours. Très honnêtement et humblement, nous avions des préjugés, on doit vraiment vous le dire, en toute sincérité, au regard des thématiques telles qu'elles étaient formulées. Mais très honnêtement, nous devons vous dire que nous avons été agréablement surpris. Le contenu était extrêmement interpellateur. Je pense que, bien au-delà de l'interpellation, il y a eu ce sentiment de faire partie d'une mission.
de se sentir, je vais peut-être oser le mot, il y a une dimension de revalorisation. S'adressant aux participants, la Direction générale de la DGDA attend de son personnel une mise en application optimale de tous les modules suivis pour mettre fin aux antivaleurs qui gangrènent le secteur douanier, le tout pour le bien-être des Congolaises et Congolais. J'ose croire, chers participants, que tous ces enseignements ne sont pas passés dans les oreilles de sourds. Raison pour laquelle je demande aux uns et aux autres de les intérioriser et de porter haut ce message de grande portée dans le souci de bannir les antivaleurs et d'aider notre cher et beau pays d'aller de l'avant. Dans le processus de la lutte contre les antivaleurs, la RDC privilégie deux approches, a dit le responsable de la coordination pour le changement de mentalité, CCM en sigle. Il s'agit de la justice et la prévention. Cette formation rentre dans le cadre de la deuxième approche qui est préventive. Cette formation a été l'occasion pour tous les participants plutôt, de se recentrer sur la mobilisation publique dans le secteur de finances publiques, de manière à armer le formateur de formateurs de la Direction générale des douanes et accises contre les antivaleurs de tous ordres qui ont été souvent une pesanteur contre la mobilisation accrue de recettes dans nos régies financières. Du 27 février au 1er mars 2023, les formateurs des formateurs de la DGDA ont été outillés sur la prévention et la lutte contre les antivaleurs à travers des modules de changement de mentalité et de comportement, éthique de responsabilité, la gestion des conflits et gestion des crises, ainsi que la communication, le patriotisme, le civisme et la citoyenneté. Ce sont ces formateurs qui répercuteront ce qu'ils auront appris dans toutes les représentations de la DGDA sur l'ensemble du territoire national. Juste après les différentes allocutions, ils ont reçu des brevets sanctionnant ce séminaire. Phénomène Kuluna dans la ville-province de Kinshasa reste préoccupant et on en parle encore. Dans ce journal, les bandits de grand chemin continuent de terroriser les paisibles populations de la ville de Kinshasa. Plusieurs appels à l'action du gouvernement provincial ont toujours été à lancer. C'est aussi le cas de l'honorable Eric Boukoula qui était au micro de Patricia Amabongo. Suivez. Bon, d'abord, c'est une joie pour moi de voir l'allure qu'a pris ces débats. Mes collègues députés, tout le monde s'est déchaîné. Une preuve que cette histoire des Kuluna, c'est vraiment un problème qui affecte toutes les couches de la société. Alors ici, il n'est pas question de faire la tradition, c'est-à-dire que d'appeler un ministre, d'interpeller un ministre, il vient, il répond, la procédure, et puis voilà. Sinon là, on ne rend pas service aux Kinois. C'est question de trouver des solutions. Si on ne trouve pas de solutions, alors on devra changer les acteurs par d'autres acteurs qui ont des solutions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc c'est ça. C'est question de... Parce qu'à cette allure, 2023 c'est une année électorale. Vous savez ce qui se passe pendant les élections avec cette histoire de Togosuga. On aura une guerre civile dans la capitale. Donc il faut vraiment des solutions. À mon humble avis, cette procédure ne doit pas prendre fin s'il n'y a pas de solutions concrètes. S'ils ont besoin d'argent, comme il a soulevé, ils auraient dû nous dire ça. C'est la 4e année qu'ils viennent nous faire voter un budget. Dans une ou deux semaines, ils vont nous faire voter un autre budget. Ils n'ont jamais précisé qu'ils avaient besoin d'argent pour finir avec le problème de Kuluna. Et toutes les questions ont été posées là-bas, dans le sens de combien, supposons que voilà, la police ne dépend pas d'eux comme ils le disent. Mais c'est quand même placé sous leur autorité. Combien de sous-sites ont-ils construits depuis qu'ils sont là? Combien de véhicules ont-ils donné à la police? Combien leur donnent-ils pour les frais de bouclage et autres? Moi j'ai appris qu'ils ne donnent rien. Depuis qu'ils sont là, ils ont donné 3 mois seulement et 15 000 $ par mois. Pour 15 millions d'habitants, la police, on nage dans des 13 000 effectifs. Quelle opération on va faire avec ce nombre-là? Donc je pense qu'il faut vraiment des solutions. Qu'attendez-vous des solutions concrètes? Solutions concrètes, c'est nous dire combien ils donnaient, combien ils vont donner à la police, et ils vont donner quand et à qui, par exemple, parce qu'ils disent que ce n'est pas sous leur autorité. Et combien de sous-sites ils vont construire, combien de véhicules ils vont donner et dans quel délai. Il ne faut pas que ce soit une promesse comme ça. Donc moi je pense que si tout cela n'est pas inclus dans les réponses, il faudra trouver d'autres acteurs. Vous allez passer à la vitesse supérieure. Trouver d'autres acteurs, on a besoin de solutions. Et pensez-vous que 48 heures serait suffisant pour répondre à toutes ces questions? Non, je pense que c'est son secteur et je connais, en fait, j'ose croire que l'excellence Tengelito maîtrise bien son secteur. Donc 48 heures, ça semble être suffisant. C'est lui qui a demandé 48 heures, c'est pas moi. Donc, pour moi, il fallait même les réponses aujourd'hui. Parce qu'on a vraiment besoin des réponses.
Aujourd'hui, au moment où nous parlons, je ne sais pas si vous avez des images du palais du peuple, devant les chefs de l'État, il y a des gens qui ont scandé Koulouna et Zongi. Devant les chefs de l'État. Et imaginez-vous, quand le chef de l'État il entend ça, à qui il pense d'abord? Aux autorités provinciales. Donc on doit faire quelque chose. Merci beaucoup. Voilà, on va rester dans la ville de Kinshasa et tenez, dans une lettre datée du 2 mars 2023 et adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Tengete Lito Didier, a annoncé sa démission de l'exécutif provincial de Kinshasa. Cette nouvelle a été rendue publique aujourd'hui, le 3 mars, et les raisons précise de sa démission reste encore inconnu. On apprend qu'il serait déjà remplacé par Tchakala Kila Tambou. On va changer de province. À présent, on va parler du Okatanga. Dans cette province, 2 jeunes filles souffrant des pathologies rares internées dans des hôpitaux à Lubumbashi ont bénéficié de la visite du gouverneur Jacques Kabula Katoué. Des mesures importantes ont été prises sur le champ pour leur prise en charge appropriée par l'autorité provinciale. Suivez. Ici aux cliniques universitaires, le chef de l'exécutif provincial accompagné de son ministre de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, a réconforté la patiente Ruth Moulande, étudiante en médecine souffrant de la maladie de Takayasu ou l'inflammation chronique des artères, une pathologie difficile à traiter au pays. Le médecin traitant a détaillé l'état de santé de sa patiente au gouverneur de province. Pris de compassion, Jacques Kabula Katoué n'a pas tardé à réagir. Il a à l'instant décidé de la transférer à l'étranger pour des soins appropriés. Ok, alors on met tout en marche pour que puisse organiser son transfert vers l'aide. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Oui. Ça notre soin que vous donnez pour vite. Oui, oui. Merci. Je suis être médecin. Tu vas vivre. Pas de problème. Un geste humanitaire posé par le chef de l'exécutif provincial qui a encouragé et donné de l'espoir à ce médecin en formation. Ses condisciples, eux, n'ont pas hésité à montrer leur gratitude à l'endroit du gouverneur Jacques Kabula Katoué. Car nous disons sauver un médecin, c'est sauver plusieurs. En tout cas, du fond du cœur, son excellence, nous vous disons merci. D'un cas grave à un autre, le numéro 1 du Haut-Katanga est allé au secours d'une autre jeune fille. Gloria Kayumba est l'unique survivante de la dizaine de passagers de l'accident du bus survenu il y a plus de 10 mois sur la route de Likasi et s'en était sorti avec des brûlures au 3e degré. Internée depuis le 3 avril dernier aux cliniques adventistes, Gloria Kayumba va aussi bénéficier des soins en dehors du pays. Une décision qui a soulagé la patiente et sa mère. C'est donc un nouveau soulagement pour ces 2 compatriotes grâce à l'intervention du premier des Haut-Katangais qui tient à l'accès aux soins de santé pour tous ses administrés. Voilà, pour ceux qui ont pris le train en marche, vous êtes en train de suivre la grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Maintenant, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. On va commencer la page internationale par cette information. Le comité de pilotage monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, en sigle, a tenu sa première session ordinaire pour le compte de l'année 2023. Ce 1er mars, l'institution estime que l'activité économique est restée constante en 2022, malgré le ralentissement observé l'année précédente. La normalisation graduelle de la politique monétaire nécessite à cet effet une hausse de 25 points de base du taux directeur général annoncé qui devrait se matérialiser à partir du 16 mars 2023. Suivez nos amis d'Africa 24. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, réuni le 1er mars 2023, a décidé de relever de 25 points de base les taux directeurs de la Banque centrale à compter du 16 mars. Première hausse de l'année 2023, elle s'inscrit dans le cadre d'une normalisation graduelle de la politique monétaire devant contribuer à ramener l'inflation entre 1 et 3% sur le moyen terme. En 2023, les projections font ressortir une croissance de plus de 6%, plus précisément 6,5%. Donc, premier constat, la croissance reste vigoureuse.
Deuxième constat, c'est que l'inflation reste encore une préoccupation. Une inflation élevée affecte le pouvoir d'achat des citoyens et affecte le pouvoir d'achat des personnes qui ont des revenus modestes. Et donc, la Banque centrale doit tout faire pour faire baisser le taux d'inflation. Après 7% au mois de décembre 2022, le taux d'inflation dans l'Union monétaire a chuté à 6% au mois de janvier grâce aux résultats satisfaisants de la campagne agricole 2022-2023. En outre, cette évolution, même si elle reste à être améliorée, se justifie par les différentes politiques monétaires appliquées par l'institution dans sa dynamique de stabiliser les prix sur le marché afin de soutenir la croissance et contrôler le taux de change. Comme vous le savez, nous sommes dans une zone monétaire à taux de change fixe et donc les réserves sont une variable importante. Et donc aujourd'hui, nos réserves couvrent à peu près 4,4 mois d'importation de biens et services. C'est confortable, il n'y a pas de difficulté particulière, mais on sent la baisse du fait de cette pression sur les paiements extérieurs. L'année 2022 a été marquée par une inflation prononcée et la poursuite du resserrement des politiques monétaires au niveau des banques centrales. Au regard de l'évolution du niveau général des prix, la BCEAO s'inscrit dans la bonne poursuite du financement des économies en vue d'alléger le durcissement des conditions financières sur les marchés au sein de toute l'Union. Voilà, on poursuit avec l'actualité au-delà de nos frontières. L'engouement mondial autour de l'avocat ne se dément pas. Selon un rapport sur les tendances de l'industrie publié par la revue Fruitrop du CIRAD en début mars, les échanges globaux du fruit ont atteint 2,5 millions de tonnes, soit les niveaux les plus importants de l'histoire. Ce volume record valorise son commerce à 6,6 milliards de dollars américains, ce qui en fait le quatrième marché dans le secteur des fruits, derrière la banane, le raisin et les pommes, alors que le fruit occupe le 8e rang mondial en termes d'importance du volume des échanges. Jojo Moulamba pour les détails. C'est depuis la période 2011-2012 que les volumes placés sur le marché international ont progressé annuellement de 12%, alors que le commerce global des fruits augmentait de 2,1%. Sur la période 2011-2012 et 2020-2021, les échanges auront presque triplé en partant de 900 000 tonnes, pendant que la valeur du marché a explosé, passant de 2,1 milliards de dollars à 6,6 milliards de dollars. Dans l'ensemble, l'essentiel des opportunités économiques a été capté par le Mexique et le Pérou, qui comptent pour 60% des envois totaux. À côté de ce duo qui domine le marché depuis plusieurs décennies, le rapport met en avant des nouveaux acteurs en pleine croissance que sont le Chili, Israël, la Colombie et le Kenya. S'agissant des consommateurs, les USA demeurent le plus gros consommateur avec près de la moitié des volumes importés, alors que l'Union européenne et le Royaume-Uni ont absorbé le tiers des stocks. Si globalement l'essor du marché est de bon augure pour les différents producteurs, le rapport souligne que dans le futur, la consommation fait face à un risque de saturation sur les marchés américains et européens qui absorbent déjà plus de 80% des volumes. Cette hypothèse est d'autant plus plausible que l'émergence des nouvelles locomotives du côté notamment de l'Asie se fait attendre pour absorber une production en pleine hausse tirée par l'expansion des superficies cultivées. Dans un tel contexte, le CIRAD indique que les acteurs de la filière misent déjà sur plus de transparence entre les producteurs ainsi que sur la promotion de leurs produits auprès des consommateurs. Voilà, vous allez corriger avec moi, c'était la voix de Damani Mujinga en commentaire et non de Jojo Moulamba. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, moi je vous rappelle les différents titres. Le président français Emmanuel Macron a atterri à Kinshasa ce vendredi à 22h, sauf imprévu après le Gabon, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Quel est l'enjeu économique de ce déplacement en République démocratique du Congo? Jojo Moulamba a répondu à cette question dans le journal.
Et puis la BCEAO veut augmenter de 25 points son taux directeur pour normaliser sa politique monétaire. C'est le comité de politique monétaire de cette structure bancaire régionale qui l'indique lors de sa première session ordinaire de l'année 2023. C'est la fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.